Chers amis, si vous envisagez l'instruction en famille pour un ou plusieurs de vos enfants l'année prochaine, eh bien, vous vous posez peut-être déjà la question des fameux dossiers de demande d'autorisation qui doivent être déposés entre le 1er mars et le 31 mai 2025 pour la rentrée 2025-2026. Ça approche très vite. Et personnellement, je vous recommande de les envoyer le plus tôt possible pour tout un tas de raisons. Mais si vous ne savez pas comment vous y prendre, alors je vous invite très simplement à rejoindre l'accompagnement des Montessori 7. Cet accompagnement, je l'ai créé en particulier avec les familles en IEF à l'esprit. Vous allez y retrouver 3 choses. Premièrement, des ressources chaque mois sur un nouveau thème qui vont pouvoir venir compléter votre instruction. Par exemple, les ressources du mois de janvier étaient sur l'apprentissage des chiffres romains, avec plein de ressources très ludiques pour les enfants. Toujours dans un esprit Montessori, puisque c'est le cœur de la pédagogie que moi-même je pratique et à laquelle je forme. Deuxième chose, le soutien d'une communauté vraiment bienveillante, vraiment chaleureuse, de belles personnes, tout simplement. L'accompagnement réunit toujours à peu près 80 familles, donc c'est à la fois suffisamment petit pour se sentir à l'aise, pour apprendre à connaître les gens, et en même temps suffisamment grand pour avoir une vaste variété de profils et de particularités dans la pratique de l'instruction en famille. Et la troisième chose, ce sont les séances de questions-réponses, 2 fois par mois, durant lesquelles vous pouvez me poser toutes vos questions en direct sur Zoom. Et à l'occasion de cette période compliquée des dossiers, j'ai décidé de faire une offre très particulière. Si vous vous inscrivez maintenant à l'accompagnement des Montessori 7, et ce avant le vendredi 28 février à minuit, eh bien je vous offre 1 heure de coaching pour relire ensemble votre dossier d'instruction en famille. Sachez que c'est quelque chose que je facture habituellement 397 €. Donc c'est un gros cadeau que je fais là, mais parce que je tiens absolument à aider un maximum de familles à pouvoir obtenir leur fameux sésame, leur autorisation d'IEF. Je vous laisse maintenant écouter votre épisode et puis je vous en reparle un petit peu plus en fin de parcours. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Il y a déjà quelques temps, je vous avais demandé si vous aviez des questions pour ce podcast, des questions autour de la pédagogie Montessori ou de la parentalité. Et justement, j'ai reçu une question d'Anne qui m'a écrit « Bonjour Anne-Laure, je serais intéressée par les adaptations inéluctables de la pédagogie Montessori en IEF. » Je précise que l'IEF, c'est l'instruction en famille. Nous commençons l'aventure cette année avec mon enfant de 3 ans. Je vois bien que mon salon n'a pas la richesse d'une salle de classe Montessori, notamment car il n'y a pas d'interaction entre enfants. Enfant unique, entre parenthèses. Je cherche des idées pour adapter Montessori à la maison. Comment en garder l'esprit malgré tout? Convier d'autres enfants IEF à la maison? Faire les activités Montessori en parallèle de mon côté, en même temps que mon fils travaille sur les siennes? Les faire avec lui? Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à la question d'Anne et de discuter avec vous des adaptations à faire à la pédagogie Montessori pour pouvoir la pratiquer à la maison en instruction en famille et en particulier de préserver l'émulation entre les enfants. Alors c'est un sujet que j'ai déjà un petit peu abordé, effectivement c'est le cœur de mon travail, la pédagogie Montessori à la maison. Et donc je vous renvoie, si vous voulez en savoir un peu plus, au podcast numéro 44 sur l'émulation à la maison. Et vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode parce qu'il y a aussi un petit article résumé associé. L'article n'est qu'un résumé, donc je vous encourage quand même à écouter l'épisode. Et j'ai aussi écrit un article qui s'appelle Montessori à la maison, est-ce possible? Là aussi, les notes le lien est dans les notes de cet épisode. Et vous avez aussi la version enregistrée en podcast. C'est la même chose que l'article. C'est le podcast numéro 66. Mais aujourd'hui, je vais plutôt revenir sur la partie émulation et apporter un peu plus de détails que dans l'épisode 44 parce que, comme vous le voyez, maintenant on en est à l'épisode 267. Donc j'ai quelques idées supplémentaires, j'ai un peu plus de détails à vous apporter sur ce que l'on peut faire pour préserver cette émulation
qui est très présente dans les classes Montessori, dans les écoles Montessori. Effectivement, c'est l'un des ressorts principaux pour maintenir l'intérêt de l'enfant pour le travail. Il y en a d'autres, mais ça fait partie des principaux. L'enfant voit d'autres enfants que lui travailler sur différentes activités qui ne lui ont peut-être pas encore été présentées. Et donc, ça éveille son intérêt pour ces activités. Et au moment où l'éducateur ou l'éducatrice est prêt à lui présenter ces activités, eh bien, l'intérêt de l'enfant a été éveillé. Donc, il va être plus attentif, concentré. Il va avoir envie de reprendre ce matériel lui-même. Parfois, vous avez même des enfants qui observent beaucoup plus qu'ils ne manipulent. Et donc, ils vont regarder ce que font les autres, observer leur travail. Et ces enfants-là, très souvent, en fait, ont un petit peu peur de l'échec, ou en tout cas ne se sentent prêts à manipuler le matériel que lorsqu'ils sont certains, ou presque certains, de ne pas faire d'erreur en le faisant. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait respecter chez ces enfants-là, c'est juste une façon qui leur est propre d'apprendre. Ils préfèrent apprendre par l'observation, et puis quand ils se sentent prêts, passer à l'action, manipuler. Et souvent, ils ont besoin d'un petit peu moins de répétition que les autres. Ce sont souvent des enfants qui apprennent beaucoup par le visuel. C'est un mode d'apprentissage qui est particulier, que tous les enfants n'ont pas développé au même niveau. Certains enfants, au contraire, vont avoir davantage besoin de manipuler, et le fait d'observer ne va pas les aider à apprendre. Je mets toujours un petit peu en garde là-dessus. L'observation seule ne suffit pas. Il faut quand même que l'enfant manipule, qu'il passe à l'acte. C'est comme toutes ces personnes qui sont convaincues de savoir faire quelque chose parce qu'ils ont suivi une formation théorique ou parce qu'ils ont vu comment d'autres gens le faisaient. Dans la réalité, c'est quand on passe à l'action qu'on découvre des problèmes qu'on ne s'était pas imaginé, qu'on se pose des questions qu'on ne s'était pas imaginé. Bref, c'est l'action qui nous montre vraiment comment on fait quelque chose. Donc il faut quand même que l'enfant passe à l'action, même s'il observe beaucoup. Alors après cette petite digression sur ce mode d'apprentissage particulier par observation, comment maintenir l'émulation de notre enfant, en particulier lorsqu'il s'agit d'un enfant unique, lorsqu'on veut pratiquer l'instruction en famille avec la pédagogie Montessori. J'ai 3 grandes stratégies à vous proposer. Une que mentionne Anne, qui a peut-être effectivement déjà entendu cette stratégie dans un de mes podcasts. Il s'agit pour l'adulte de travailler à côté de l'enfant. L'adulte peut être une source d'émulation, c'est d'ailleurs souvent l'une des plus grandes sources d'émulation. Les enfants ont envie de faire comme leurs parents, c'est parfaitement naturel. Donc nous pouvons prendre une activité Montessori à côté d'eux. Il y a des activités Montessori qui sont tout à fait utiles pour les adultes aussi. L'exemple que je donne le plus souvent, c'est que j'imagine que très peu d'entre vous connaissent tous les pays d'Afrique ou tous les pays d'Asie. Et donc vous pouvez très bien prendre un de ces puzzles Montessori des continents et travailler sur l'emplacement de chaque pays, son nom, de travailler sur les drapeaux du monde. Il y a sûrement plein de choses que vous ne savez pas encore. Il y a sûrement plein de choses aussi autour des animaux que vous ne connaissez pas forcément. Que ce soit sur la classification des animaux, la classification du vivant en général, que ce soit sur le régime alimentaire de différents animaux ou leur mode de vie. Vous avez sûrement plein de choses à apprendre et à travailler. Donc il y a toujours des choses que vous pouvez apprendre dans le cadre des activités Montessori. Et ça va être évidemment une source d'émulation pour votre enfant, qui va découvrir à travers vous ces activités qui existent dans son environnement Montessori. Mais vous pouvez très bien faire d'autres choses que des activités Montessori. Vous pouvez lire un livre. Ça, c'est quelque chose de tout à fait connu. Les enfants dont les parents lisent ont davantage tendance eux-mêmes à lire. Même mieux que ça, la simple présence de livres dans un foyer fait que les enfants ont tendance à lire davantage, même s'ils ne voient pas leurs parents lire. Et donc pendant les temps de travail de l'enfant, eh bien on peut très bien prendre un livre. Là encore, on lui montre un très bon exemple, on l'incite à lire, on montre que c'est quelque chose d'important pour nous adultes, on le valorise et donc ça va devenir quelque chose d'important pour notre enfant aussi. Mais vous pouvez aussi travailler, faire quelque chose que vous avez besoin de faire. La seule chose, c'est que je vous recommande que ce soit un travail à faire, en gros, avec un papier et un stylo. Évitez d'utiliser un smartphone ou un ordinateur. Donc, je suis bien consciente que ça limite les choses. Il y a beaucoup de tâches administratives de la maison, par exemple, pour lesquelles on a besoin d'un smartphone.
que ce soit pour faire les courses au drive, que ce soit pour régler des factures, que ce soit pour faire des démarches en ligne, on a besoin d'un ordinateur ou d'un smartphone. Le problème, c'est qu'évidemment, l'enfant va être attiré par l'écran. Et on le sait bien, nous aussi adultes, hein, on est attiré par les écrans qui bougent. Vous vous êtes peut-être déjà retrouvé dans un café ou un restaurant où il y a une télévision. Même si le programme ne vous intéresse pas le moins du monde, vous allez être attiré par cette télévision. Ça m'est arrivé de me retrouver par exemple dans un café avec un ami, avec un match de foot à la télé. Et je ne suis absolument pas intéressée par le foot. Mais alors absolument pas. J'en connais même pas vraiment les règles, à part qu'il faut mettre le ballon dans les buts. Aucun intérêt pour moi. Je ne m'y intéresse pas du tout. Il n'empêche que j'étais malheureusement face à l'écran. Alors il y avait heureusement cet ami entre l'écran et moi, mais mon regard était toujours attiré au-dessus de la tête de cet ami parce que il était attiré par les petits bonshommes qui bougeaient et qui couraient après un ballon. C'est un phénomène purement naturel. Donc votre enfant aussi va être attiré par l'écran. L'écran, c'est lumineux, il y a des couleurs, il y a des images. Qu'est-ce que c'est? Ça bouge. Forcément, c'est attirant. Même chose aussi avec le smartphone. Donc le problème, c'est que ça fait en quelque sorte une concurrence déloyale aux activités Montessori qui sont pourtant extrêmement attirantes, hein, mais attirantes dans le cadre d'un univers réel, où l'on manipule des choses avec ses mains, où l'on fait des choses concrètes, tangibles. Malheureusement, Internet, les écrans, les smartphones, tout ça part avec un avantage de base et on ne peut pas lutter contre. Mais vous pouvez peut-être faire un budget papier, si c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Il y a sûrement des choses que vous faites avec un papier et un crayon dans votre vie de tous les jours. Vous pouvez peut-être faire votre agenda pour la semaine ou pour le mois. Vous pouvez préparer quelque chose avec, encore une fois, un carnet, un papier, préparer une fête d'anniversaire, etc., etc. Donc effectivement, ça c'est la première réponse que j'apporterai à Anne. On peut faire des choses à côté de l'enfant, tant que ça n'utilise pas un ordinateur ou Internet ou le smartphone. La deuxième possibilité, également suggérée par Anne elle-même, pourquoi ne pas inviter d'autres enfants IEF à la maison? Là, il faut que je fasse une petite mise en garde. Dans le cadre de l'instruction en famille, l'une des règles de base qui est présente dans la loi, c'est que l'instruction doit être donnée uniquement aux enfants d'une même famille. Il ne peut pas y avoir de regroupement de familles IEF, puisque cela constituerait une école de fait. Et là, c'est très dangereux, parce que si l'administration considère que vous avez une école de fait, parce qu'il y a plusieurs familles qui se regroupent pour instruire leurs enfants en même temps, dans le même endroit, dans le même cadre et de la même façon, eh bien, il s'agit d'une école de fait qui ne s'est pas déclarée. Et donc là, vous risquez gros, parce que vous risquez d'être considéré comme une école clandestine, avec des risques d'amende, etc. Donc c'est un risque qu'il ne faut pas prendre, parce que les inspecteurs, au moment du contrôle pédagogique, vont évidemment interroger vos enfants, et ils vont se rendre compte si les enfants ont l'habitude de travailler avec d'autres enfants au quotidien, s'il y a d'autres enfants qui viennent tous les jours à la maison, etc. Ils vont le savoir. Alors, moi ce que je vous suggère, c'est que ça ne vous empêche évidemment pas de proposer des ateliers Montessori avec d'autres familles IEF, en dehors des temps prévus pour le travail scolaire. Voilà. Vous pouvez très bien avoir le temps d'IEF qui est prévu le matin, par exemple, et de temps en temps, des ateliers Montessori à plusieurs. En fait, vous invitez simplement des enfants à la maison pour la sociabilisation et vous proposez des activités ludiques pendant ce temps-là. Voilà. Vous n'avez même pas besoin de préciser que ce sont des activités Montessori, ce sont des activités ludiques que vous faites avec d'autres enfants pour favoriser la sociabilisation de votre propre enfant. À ce moment-là, ça n'est pas un regroupement de famille en IEF. Vous avez quand même le droit de vous rassembler, hein, heureusement, pour jouer ensemble ou autre. Et ça peut être l'occasion quand même de proposer des activités Montessori et de retrouver une certaine émulation. J'avoue qu'il n'est pas toujours facile de trouver d'autres familles IEF qui pratiquent la pédagogie Montessori autour de soi. Beaucoup de familles font de l'unschooling. Je dirais que ça correspond à une grosse partie, peut-être pas une majorité, mais une grosse partie des familles IEF aujourd'hui. Une autre grosse partie utilise des cours par correspondance. Et avec la pédagogie Montessori, nous sommes une petite minorité, donc ça n'est pas toujours évident. Mais il y en a. Et vous pouvez très bien proposer, peut-être à des cousins-cousines, à des amis, simplement de venir. Et puis,
vous dites aux parents, est-ce que ça vous dit si je leur présente des activités Montessori pendant ce temps-là? Voilà, sans aucun enjeu, sans aucune pression, juste voir si ça les intéresse. Il y a quand même beaucoup de parents qui sont intéressés par la pédagogie Montessori, mais qui n'ont pas de matériel chez eux, qui ne sont pas formés, qui ne savent pas trop comment s'y prendre, et qui seraient intéressés pour profiter de l'occasion. À ce moment-là, ça n'a même pas besoin d'ailleurs d'être des enfants en IEF, ça peut être des enfants scolarisés. Et vous faites ça le mercredi après-midi, le samedi matin, peu importe. Ça peut être effectivement d'excellentes occasions de pratiquer la pédagogie Montessori à plusieurs. Et le fait que ce soit des enfants scolarisés, ça vous évite un petit peu le risque d'être considéré comme une école de fête. Parce que vous pouvez dire, vous voyez bien, c'est en dehors des horaires scolaires, c'est avec d'autres enfants scolarisés. Non, c'est juste un temps de rencontre, de sociabilisation autour d'activités ludiques. Et puis la troisième stratégie que vous pouvez adopter pour développer l'émulation chez votre enfant, c'est de partir de ses centres d'intérêt. Alors on partira moins d'une émulation, en général l'émulation c'est avec d'autres personnes, c'est vis-à-vis d'autres personnes. Là vous allez plutôt susciter la motivation intrinsèque de l'enfant, plutôt qu'une motivation extrinsèque qui viendrait de ce qu'il peut obtenir de l'extérieur. Là l'idée c'est de partir de ses propres centres d'intérêt. Qu'est-ce que tu as envie de travailler en ce moment? Qu'est-ce qui t'intéresse? Et puis, lui proposer ces activités-là. C'est quand même le cœur aussi de la pédagogie Montessori. Mais vous allez me dire, la difficulté, et c'est justement l'intérêt des classes Montessori, c'est que on peut avoir un enfant qui s'enferme dans un seul domaine, tout simplement parce qu'il ne connaît pas les autres domaines. Et bien là, c'est à nous aussi d'aller proposer à l'enfant des activités un petit peu d'ouverture et de découverte. De lui dire, ok, je sais que pour l'instant, tu ne t'intéresses pas beaucoup peut-être à l'écriture, peut-être à la géométrie, peut-être à la zoologie, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de te faire découvrir ça. Et je te le fais découvrir, ensuite, tu le reprends ou tu ne le reprends pas, c'est ton choix, mais moi, je te le fais découvrir. Ça fait partie, pleinement, du rôle de l'éducateur Montessori que d'ouvrir l'esprit de l'enfant à de nouvelles choses. Et justement, les activités Montessori sont très bien faites pour susciter son intérêt. C'est tout l'intérêt, l'avantage de la pédagogie Montessori. Et donc, on va pouvoir développer ainsi la motivation intrinsèque de l'enfant qui va avoir envie de faire ces activités-là pour elle-même parce qu'elles lui plaisent. Vous allez aussi avoir des activités qui plaisent sans doute moins à l'enfant. Ça, on le découvre en particulier lorsqu'il s'agit... Il y a quelques activités autour de l'écriture, par exemple, qui sont plus lourdes pour l'enfant, qui demandent un peu de persévérance. Certaines autour du calcul aussi. Je pense par exemple à l'apprentissage de l'alphabet mobile, l'apprentissage de toutes les lettres de l'alphabet, avec leur son et leur écriture, leur graphisme. Je pense aussi à la mémorisation des tables pour l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Ça demande un travail régulier, un petit peu répétitif. Et l'enfant risque de s'en désintéresser à un moment donné. Alors au début, on surfe sur l'intérêt de l'enfant pour lancer ce travail-là. Mais il y a quand même 26 lettres de l'alphabet, c'est quand même un petit peu long. Et en général, pour les dernières, on a une petite perte de motivation. Et bien là, vous allez pouvoir revenir à la motivation extrinsèque, c'est-à-dire que l'enfant fasse l'activité pour obtenir autre chose, une autre récompense que le plaisir de l'activité en elle-même. C'est donc encore une fois de revenir au centre d'intérêt de l'enfant, de trouver une activité qu'il a envie de faire et de lui dire « Ah oui, mais pour faire cette activité-là, tu vas avoir besoin de savoir déjà faire ça, ça ou ça. » Par exemple, peut-être que tu as envie, je ne sais pas moi, d'écrire une histoire, de recopier une poésie, de faire un carnet de recettes de cuisine. Là, je vous renvoie d'ailleurs au podcast que j'ai fait avec des idées pour encourager la lecture chez votre enfant. Encore une fois, le lien vers ce podcast sera dans les notes de cet épisode. Et donc, vous pouvez lui dire, ok, tu veux faire un carnet de recettes de cuisine. Super! J'aimerais beaucoup que tu fasses ça. Je suis sûre que ça te plairait beaucoup. Mais avant de faire ça, il faut d'abord que tu saches écrire toutes les lettres de l'alphabet. Donc, il va falloir finir le travail de l'alphabet mobile. Et dès que tu auras fini ce travail sur l'alphabet mobile, eh bien, on pourra trouver ensemble un beau carnet et tu pourras écrire tes recettes à toi.
Ça, c'est aussi un outil de discipline positive qu'on utilise beaucoup, le dès que, alors. On ne fait pas de chantage. On ne dit pas si tu veux faire ça, alors il faut que tu fasses ça. On ne fait pas non plus de forcing, c'est-à-dire qu'on n'oblige pas l'enfant à faire quelque chose. Mais on lui dit, ok, tu as envie de faire cette chose-là, pour la faire, il faut que tu maîtrises d'abord telle ou telle compétence. Donc là, c'est toi qui vois. Tu gardes ta liberté, tu peux choisir de ne pas finir le travail sur l'alphabet mobile, et du coup, de ne pas avoir de carnet de recettes, ou tu peux choisir de travailler les lettres qui te restent. Vous savez, les W, X, Y, Z qu'on garde souvent pour la fin, qui sont peu utilisées, et donc, qu'on voit en dernier. Eh bien, tu peux choisir de travailler toutes ces lettres, y compris ces lettres un peu plus complexes, et ensuite, je te montrerai comment faire ton carnet de recettes de cuisine, ou ton recueil de poésie, ou toutes sortes de choses. Et pour développer cette motivation extrinsèque, une petite astuce que l'on peut faire, un peu mon bonus après ces 3 stratégies pour développer l'émulation chez votre enfant, ce serait de placer sur vos étagères Montessori quelques activités bien choisies que votre enfant ne peut pas encore faire, mais qui sont susceptibles de l'intéresser, qui sont dans ses domaines d'intérêt, qui peuvent l'attirer. Des choses vraiment attirantes, pour le faire saliver un petit peu. Et s'il veut aller vers cette activité, vous allez lui dire « Ah, mais je ne te l'ai pas encore présentée, et j'aimerais beaucoup te la présenter. Mais pour le faire, il faudrait que tu saches déjà ça ou ça. Quand est-ce que tu veux travailler telle ou telle compétence pour que je puisse te présenter cette activité qui t'attire ?» Et ainsi, vous allez lui donner envie de travailler. Donc, je vous récapitule ces 3 idées pour développer chez votre enfant l'envie de travailler de nouvelles activités. Premièrement, faire à côté de lui des activités Montessori ou tout autre travail avec un stylo et un papier. Inviter d'autres enfants en IEF ou scolarisés. Attention simplement à ne pas faire de regroupement de familles et d'écoles de fête. Parler vraiment d'ateliers Montessori ou simplement d'inviter des enfants pour faire des activités ludiques chez vous. Et puis enfin, partez des centres d'intérêt de votre enfant, ou bien pour lui proposer les activités qui correspondent à ses centres d'intérêt et profiter de sa motivation intrinsèque, ou bien pour lui proposer des activités un peu complexes qu'il ne peut pas encore réaliser, et lui dire qu'il pourra les faire dès qu'il aura maîtrisé telle ou telle activité plus simple que vous voudriez qu'il travaille. Et là, on joue sur la motivation extrinsèque, il aura une autre récompense, c'est-à-dire de pouvoir faire d'autres activités ensuite. Avec la stratégie bonus de placer sur les étagères des activités qu'il va avoir envie de faire et qui nécessitent les compétences que vous avez envie qu'il travaille en amont. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est typiquement le type de stratégie que je partage dans l'accompagnement des Montessori 7, où j'accompagne beaucoup de familles en instruction en famille. C'est notre communauté sur abonnement mensuel. Là aussi, vous retrouverez le lien pour nous rejoindre et bénéficier entre autres de plein de ressources sur l'IEF, des ressources pédagogiques, des ressources plus théoriques de comment nous, parents, nous pouvons faire pour motiver nos enfants, entre autres, et aussi des séances de questions-réponses 2 fois par mois dans lesquelles je réponds à toutes les questions de nos membres. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode du podcast. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure. Hey, psst, avant de partir, surtout n'oubliez pas notre offre exceptionnelle. Vous savez, je vous offre 1 heure de coaching d'une valeur de 397 € pour toute inscription à l'accompagnement des Montessori 7, notre communauté sur abonnement mensuel qui a été pensée en particulier pour les familles qui souhaitent instruire elles-mêmes leurs enfants. Cette heure de coaching sera consacrée à la relecture ou à l'amélioration de votre dossier de demande d'autorisation d'IEF. Et je me réjouis d'avance de pouvoir aider un maximum de familles. Donc n'hésitez pas à passer le message autour de vous si vous avez des familles que vous connaissez et qui se sentent en difficulté, qui ont peur de passer à l'action sur ce dossier de demande d'autorisation. Je suis là pour les aider. À très bientôt.